10 siècles d'évolutions successives ont transformé tour à tour le moulin. Un beau jour, le vieux moulin s'arrête pour laisser place à la jeune machine à vapeur, elle-même supplantée par le moteur diesel qui disparaît à son tour, remplacé par l'électricité. Longue succession de petites évolutions qui caractérisent la marche du progrès et témoignent du besoin des hommes de créer des outils plus performants. Il semble que 3 siècles avant notre ère, existaient en Syrie et en Chine des norias perfectionnés servant à remonter l'eau. On suppose que le premier moulin à eau découle de ces roues élévatoires. Depuis longtemps déjà, les hommes utilisaient aussi l'énergie du vent pour pousser leurs bateaux. Ce fut une autre invention qui permit la récupération de ces énergies naturelles et abondantes que sont la chute d'eau et le vent. Archimède, dont les travaux sur les engrenages a mis en évidence que l'on peut agir sur le couple et la vitesse de rotation afin de les adapter aux besoins. Le renvoi d'angle peut transmettre son mouvement de rotation horizontale à la verticale. C'est vers 30 avant notre ère que l'architecte romain Vitruve décrit la plus ancienne machine autonome capable de produire de l'énergie mécanique à partir d'un cours d'eau. Ce n'est que vers le XIe siècle que l'invention du moulin se répand vraiment. Les croisés de retour du Proche-Orient ont ramené la technologie de cette machine et proposent aux seigneurs intéressés cette source d'énergie gratuite. Le moulin à eau ou à vent permet de moudre le grain, tamiser la mouture et extraire la farine. D'autres moulins furent construits pour fouler le drap, tanner les peaux, broyer les fibres. L'invention de l'arbre à cames ouvre des débouchés aux industries en transformant le mouvement rotatif en mouvement alternatif nécessaire au fonctionnement des forges, des pompes, des scieries, des souffleries, etc. À la fin du XIIIe siècle, sur les collines ou dans le fond des vallées, d'innombrables moulins alimentent en énergie tous les secteurs de l'activité humaine. Et ceci va durer encore plus de 5 siècles, jusqu'à ce que la machine à vapeur supplante l'ancêtre écologique. L'énergie est donc captée et domestiquée par les ailes. De circulaire à l'origine, le mouvement obtenu peut se transformer de différentes manières, par l'engrenage à angle, l'arbre à cames ou la bielle manivelle, permettant ainsi toutes les utilisations possibles. Le système de transmission du mouvement des ailes aux meules est resté pratiquement inchangé depuis l'époque de sa création jusqu'au XIXe siècle. Le rouet sur l'arbre moteur, actionné par les ailes, transmet le mouvement à la meule courante, soit par-dessus, soit par-dessous, par l'intermédiaire d'un engrenage qu'on appelle la lanterne. Élément de progrès technique, le moulin n'en fut pas moins, dans le mode de production féodal, une source de profit et de domination pour le seigneur du fait du système de la banalité. Dès le XIIe siècle, des édits royaux établissent des prescriptions concernant l'implantation de ces édifices, afin de garantir le bon ordre et la sécurité des habitants. Le danger que représentent les ailes en mouvement limita le choix de l'implantation du moulin. La cause principale étant que l'ombre projetée sur le chemin effrayait les chevaux. Ainsi, les moulins devaient être construits à une distance de 70 mètres de la route. La chronologie des inventions appliquées au moulin fait apparaître des aménagements techniques, tels que le système de bielle manivelle, qui permet de contrôler le mouvement de l'outil dans les deux sens, à l'aller comme au retour. Des machines nouvelles vont ainsi pouvoir être animées. La scie à bois, l'étaulimeur, l'estampeur, la cisaille. On dispose maintenant d'une force motrice utilisable sous différentes formes. L'application de ces inventions va amener la création, dans de nombreuses vallées, de centres industriels importants qui subsistent encore aujourd'hui. C'était jamais régulier. Et il faut dire que c'était pas simple, parce que le blutage derrière, lui, il allait trop vite à un certain moment, après il allait pas assez vite. C'était très difficile de réguler. Le meunier était là, il veillait. Donc on réduisait la voilure avec une... Il y avait donc 2 cordes, une corde pour donner de la voilure, qui était la petite, on donnait de la voilure. La grosse, on refermait la voilure. L'invention de dispositifs assurant le contrôle automatique des moulins à vent furent imaginés au XVIIIe siècle par des charpentiers de moulins en Angleterre et en Écosse. Le premier des dispositifs autorégulés, breveté en 1745 par Edmund Lee, fut un moulinet de queue. Fixé à l'arrière du chapiteau mobile, il oriente les ailes face au vent.
Le dispositif Life Tenter, relevage asservi, amorça l'arrivée du pendule centrifuge. Parmi les perfectionnements apportés à la machinerie des moulins à vent, l'introduction du régulateur à boules, inventé par James Watt fin 1788, a permis de soulager efficacement le travail du meunier. La vitesse variable du vent, qui agit sur l'écartement des meules, nécessitait une surveillance constante et un réglage manuel du levier de la meule pour obtenir une mouture uniforme. Le régulateur, en contact avec le fer de meule par l'intermédiaire d'une courroie, a rendu cette opération automatique. Au début du 19e, la machine à vapeur se répand dans les campagnes, symbolisant la révolution industrielle. Pour la première fois, l'homme peut produire de l'énergie motrice indépendamment des conditions météorologiques. Lorsque les premières machines à vapeur firent leur apparition, certains meuniers s'empressèrent d'en faire l'acquisition. Un aménagement simple du mécanisme du moulin amenait une poulie à l'extérieur du mur. Ainsi, les jours sans vent, on entraînait le mécanisme par une poulie et une courroie. La machine à vapeur a su se rendre très vite indispensable. Vers 1840, l'ingénieur Berton inventa un système qui permettait aux meuniers de faire varier la surface des ailes de l'intérieur du moulin pendant leur rotation. Les ailes ont toujours des vergues et les voiles sont remplacées par un assemblage de 10 à 12 planches de faible largeur. L'accessibilité des ailes depuis le sol n'étant plus indispensable, on a pu surélever les moulins pour chercher le vent le plus haut possible. En surélevant la tour, on a pu augmenter le diamètre des ailes, donc la puissance recueillie et le nombre des meules. Également, on a pu construire des bâtiments annexes au pied de la tour pour rationaliser le travail et faire face à l'accroissement de productivité du moulin. L'influence du moulin, dont les effets sont encore visibles aujourd'hui, a incontestablement marqué la société, tant sur le plan économique qu'artistique. Et il est resté dans la conscience populaire un symbole toujours bien vivant. Les ailes attirent le regard, et c'est elles qui donnent ce côté poétique au moulin, ainsi que son caractère. On ne manquera pas de noter que l'idée de l'asservissement se retrouve d'actualité avec l'invention du système mortier. Son prototype d'aérogénérateur, qui réhabilite un moulin à vent, comporte un moteur d'asservissement pour orienter automatiquement le toit. Le système des ailes Berton est adapté avec des ailes à 8 planches. Les vérins hydrauliques sont commandés par l'informatique. Avec en poche un simple CAP de mécanique, Michel Mortier a mis plus de 15 000 heures et près de 10 années pour maîtriser l'automatisation du moulin. Au moulin de la Fée, 2000 ans d'histoire et de technologie se retrouvent pour allier la tradition à la technique moderne de pointe. Reliée à une génératrice, la force du vent transmise par les ailes puis l'arbre permet de créer de l'électricité. Le fait de réhabiliter un ancien moulin traditionnel a deux objectifs principaux. Le premier, c'est donc de produire de l'énergie électrique, bien sûr, et d'alimenter le réseau comme un parc éolien. Et le deuxième, c'est la sauvegarde du patrimoine qui peut permettre de sauver 120 moulins en France. La première réplique du moulin de la Fée est le Grand Moulin des Places. C'est le premier moulin aérogénérateur équipé d'un moulinet d'orientation et le premier à mettre en pratique la suite d'inventions jusqu'au système mortier. L'exemple type d'une réhabilitation et d'une reconversion réussie. Il conserve son architecture d'origine. Sa silhouette se voit à des kilomètres du haut de sa colline et ses ailes majestueuses attirent chaque jour plus de curieux. Les travaux de réhabilitation ont duré une année. Inauguré en septembre 2009, sa production d'énergie est estimée à 70 000 kWh par an, équivalent à la consommation moyenne annuelle de 20 maisons hors chauffage. L'ancien système Berton, avec ses ailes en planches étroites, est adapté à la dimension et commandé par des vérins hydrauliques. Les vergues sont en lamelé collé pour éviter toute déformation et usure dans le temps. Le moulinet ou papillon oriente la toiture en fonction des vents. Chaque fois que le vent change pour ne plus être perpendiculaire au plan des ailes, il va attaquer le moulinet de queue et provoquer sa rotation, et ainsi faire tourner lentement le chapeau du moulin jusqu'à se remettre dans l'axe du vent. L'ouverture des ailes est commandée par la station météo. La rotation des ailes entraîne l'arbre. Sur le moulin ancien, l'arbre est en chêne massif. Ici,
L'arbre est une pièce métallique usinée de précision. L'entraînement est sécurisé par un système de freinage. La transmission par la courroie crantée, amplifiée par le multiplicateur, agit sur la génératrice. L'électricité ainsi générée circule par le joint tournant pour atteindre le variateur. L'armoire principale regroupe les informations électriques et informatiques contrôlables grâce à l'écran tactile, la vitesse du vent, le comptage de la production. L'électricité est ainsi renvoyée directement sur le réseau EDF à proximité. Parce que je pense qu'on peut parfaitement combiner divers intérêts et à la fois protéger un patrimoine, à la fois produire de l'électricité verte et être dans la dynamique nécessaire aujourd'hui de lutte contre le réchauffement climatique. En matière d'aérogénération, c'est à la fois donc une démarche patrimoniale, et vous tous l'avez répété déjà avant mon intervention, mais également, disons, une nouvelle donne, une nouvelle vie que l'on peut donner à un moulin en matière économique. Les premiers des moulins ont toujours été donc des moulins à toile. Après, il y a toujours sans cesse, une évolution vers la technologie. Après, ces petits moulins à toile qui avaient souvent une hauteur de maçonnerie, de 6-7 mètres, pour pouvoir encore produire un peu plus, donc on a remonté d'un étage pour y greffer le système Berton. Donc il y a toujours eu de l'évolution dans la minoterie. Et aujourd'hui, pourquoi pas une évolution vers l'aérogénérateur. Ici, je crois que c'est un super et bel exemple, et je crois que tout le monde aujourd'hui est capable, bien sûr, avec une importante motivation, de réaliser un autre moulin aérogenerateur. C'est pas un souci, quoi. Nos moulins à vent vont retrouver leur juste place dans ce monde où l'on redécouvre les vertus des énergies renouvelables et les vertus de la production locale et donc décentralisée d'électricité. Nombreux sont les moulins qui attendent cette renaissance, car allier l'esthétique et le rendement est aujourd'hui une réalité. Proximité et tourisme, il agrémente de façon traditionnelle nos paysages. Musées, maisons d'habitation ou générateurs, voilà une belle reconversion. Ce qui est extraordinaire, c'est aujourd'hui, le dimanche, je suis là souvent le dimanche à regarder, on voit les gamins qui viennent, enfin les familles entières, voilà, tout le monde à tourner. C'est beau. Les gamins ils ont des yeux. Comment on dit, tu fais revivre le passé. Ouais. Parce que dans le fond, il faut reconnaître que c'est du passé tout ça. Sans chercher à faire concurrence à ces jeunes filles, grandes, fines, élégantes, les éoliennes ne sont que les dignes héritières de Maître Moulin.